Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans NCI Reportage. Ce soir, on s'intéresse à la santé mentale, un sujet encore tabou dans nos sociétés. Nous serons en immersion au centre Victor Wally, dans le petit village de Trinlay-Diapleux, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un centre qui traite des malades venus de tout le pays avec une méthode unique et qui obtient des résultats, vous le verrez, exceptionnels. Et puis ce sont les anges gardiens de la santé. Durant 7 jours, nous avons suivi les équipes du SAMU, une semaine au cœur de leurs interventions aussi éprouvantes qu'émouvantes. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Alors ce soir on s'intéresse à un sujet qui est très important mais qui est souvent relégué au second plan, celui de la santé mentale et du traitement psychiatrique. Et oui, et pourtant derrière ce rideau se cache une réalité bouleversante. Immersion au cœur du centre Victor Wally et dans ce village où l'on a appris à vivre avec les malades et où on a placé l'amour de l'autre et le partage au cœur de la guérison. Nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À 8 heures de route d'Abidjan se trouve le village de Trinlay-Diapleux. Ce petit village abrite depuis 1983 une structure d'accueil psychiatrique aux méthodes uniques, dont peu ont entendu parler, presque cachée, et qui pourtant à l'ombre des regards change la vie de centaines de familles chaque année. Le centre d'accueil psychiatrique Victor Wally. Un centre qui privilégie une approche plus humaine du traitement psychiatrique. Ici, pas de mur pour retenir les malades. Ils sont libres de leurs mouvements. Ici, les soignants ne portent pas de blouse. 2 jours, elle ne prend pas les médicaments. Elle ne prend pas les médicaments. Elle ne se lave même pas. On fait prendre correctement, mais c'est pas les films, les gens disent, je courage les gens, mais ici, l'humiliation, il y a un vide, ce qu'elle a fait, je ne peux pas s'expliquer. Non. Ce matin-là, nous assistons ici à ce qu'on appelle le Kwamam, l'un des piliers de la méthode de soins du centre. Kwamam, qui veut dire « quelles sont les nouvelles » en Yakuba. Avant, il ne dormait pas. Il faisait des trucs. Moi-même, j'étais étonnée. Il y a des fois, il prend des habits pour dire qui t'a donné mon habit. Et puis, il prend, il met dans son sac. Je suis étonnée, je suis assise, je le regarde seulement. Et tout ça, là, il a tout laissé. Il y a des fois, à 5 heures du matin, il prend les seaux pour aller puiser de l'eau. J'ai dit, la pompe est fermée. Il se retourne. Il vient, il tourne au village, il ne fait rien. Il vient, il s'assoit, il se fâche. Il ne reste pas tranquille, quoi. Il ne reste pas tranquille. Ici, chaque jour, les malades et leurs familles se retrouvent en compagnie des soignants pour échanger et partager leur expérience, leurs peines, leurs angoisses ou leurs joies. Une méthode inspirée des traditions d'accueil africaines. C'est une réunion au cours de laquelle on essaie de responsabiliser les patients qui sont là et de leur donner la parole. Voilà. En public, parce que ceux qui arrivent, il y a d'autres qui arrivent qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et au cours de cette réunion, on leur pose des questions, on les pousse, on essaie de les booster pour qu'ils puissent, pour les amener à parler en public. Ça nous permet aussi d'avoir d'autres éléments pour compléter les dossiers. Quelque sorte. Parce qu'au cours de la consultation, il y a des éléments qui ne ressortent pas là-bas. Et ici, c'est sous forme d'une petite causerie au fait. Donc il y a des choses qui ressortent au cours de cette réunion-là. Donc voilà un peu l'importance de réunion du Kwamam. Vous êtes d'accord pour l'écoute musicale? On va voir les vrais danseurs là. Bon ben, disons à 16h30 alors. Face aux troubles que présentent leurs proches, les familles arrivent souvent désemparées. Quand c'est déclenché là. Mais ici, elles trouvent une oreille attentive. Cette mère et son fils sont arrivés au centre il y a à peine quelques heures.
Espoir, 16 ans, présenterait des troubles hallucinatoires depuis maintenant 4 ans. Pourquoi vous êtes venu chez nous ici aujourd'hui? Quel est le motif de votre arrivée? Non, c'est mon enfant là qui est malade. En fait, quand vous dites qu'il est malade, votre enfant est malade, de quoi il souffre? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son comportement? Bon, en tout cas, qu'est-ce qui vous paraît anormal, voilà, pour que vous le conduisez ici? Qu'est-ce qu'il fait qui vous semble un peu bizarre au niveau de son comportement? Son nom dit souvent, il parle seul. Aujourd'hui, où vous êtes assis, est-ce que vous avez souvent l'impression qu'il y a des choses qui vous parlent? C'est comme si je parle seul, mais il y a la présence dans les deux. J'ai quelqu'un me parle et puis il répond. Oh putain, à personne. À l'heure où nous sommes en train de discuter, est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Ça te parle, ça te dit quoi? À l'heure où nous sommes, ça te dit quoi? Bon, ça me dit qu'il d'aller dans mes amis. Pour aller dans mes amis. D'aller dans tes amis. S'asseoir. L'entretien entre Espoir et les soignants va permettre de révéler sa consommation de drogue, du cannabis, mais aussi du tramadol en grande quantité. Plus d'une dizaine de comprimés par jour. Des substances qui sont souvent à l'origine de psychoses. Pour l'aider, l'équipe médicale propose un sevrage en hospitalisation. Voilà. Donc moi, je vous propose de rester ici, voilà, pour qu'on puisse faire le suivi pendant 1 mois. Voilà. En tout cas, ce sacrifice-là, je vous le demande, voilà. Parce que c'est pas facile, hein, mais c'est notre petit. Voilà. Il faut qu'on l'aide. Voilà. Dans la vie, les erreurs, ça arrive. Hein. Tu peux commettre une erreur. Maintenant, arrivé un mois, tu regrettes, tu dis. Mais il faut la volonté, il n'est pas encore tard. Du moment où vous avez dit qu'il y a un voyage qui est prévu, donc nous, on va l'aider pour qu'il quitte dans ce problème-là. Voilà. Vous avez compris, non? Moi, mais c'est voilà. Mon souhait. Voilà, on venait rester, mais la manière, il nous a expliqué là. Oui. C'est ça, il dit ça. Si c'est ça, c'est qu'on peut partir à elle. Non, il faut rester. Nous, on va à l'activité. Le centre Victor Wally est né d'une collaboration entre le village de Trin-les-Diapleux et la clinique de la Borde à Paris. Vous avez tout préparé? Les soignants, qui sont souvent originaires du village même, ont été formés pour écouter et prodiguer des soins aux patients. Parce que lui, au village, étant ici, il avait peur. Il dormait avec lui et puis il ne dormait pas. Maintenant, comme 2 jours de cela, Aimé dort lui aussi, vraiment, il dort bien. Au cours de réunions où ils se retrouvent régulièrement, chacun d'entre eux partage des informations essentielles sur les malades dont ils ont la charge. Quelle est son évolution? Bon, ce matin, il nous a parlé paisiblement, calmement, et puis bon, pas comme d'habitude, Oui, vas-y. Où il déconne, il crie. Ce matin-là, il est posé, en tout cas. Zakaï a bien dormi. Ces informations permettent ensuite aux équipes médicales de suivre l'évolution des cas et mieux ajuster la prise en charge. Ce qui est important ici dans l'ambiance du centre, c'est que toute l'équipe est concernée par le soin des patients. Et donc, quelquefois, il y a quelqu'un qui va s'entendre mieux avec un des patients, avec des membres de sa famille, va se poser avec eux pour discuter pendant une activité ou pendant un moment de tranquillité. Et c'est toutes ces informations qui permettent d'être rassemblées. Parce que les prescripteurs, ils ne connaissent pas forcément. Il y a des choses qui surgissent comme ça quand les gens se posent et sont tranquilles. Donc comme vous avez vu, sur un patient, il y a des gens qui ont plus d'informations que d'autres et c'est normal. Mais ce qui est magnifique ici, et qu'on n'a pas en France parce que ça ne fait pas partie des habitudes, c'est qu'on a toujours 1 ou 2 membres de la famille qui sont hospitalisés avec les patients. Alors bien sûr, ça nous permet d'être sûr que les patients ne vont pas être abandonnés, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a un bénéfice thérapeutique incroyable d'avoir les membres de la famille qui soutiennent leurs patients, qui racontent leur histoire, qui se soutiennent entre familles. Cette méthode donne des résultats exceptionnels. Ici, les patients qui arrivent de tout le pays, et parfois même de la sous-région, et de plus loin encore, restent en moyenne 21 jours. Les patients les plus éloignés sont référés à d'autres établissements pour leur suivi. Les autres, comme Mireille, reviennent ici pour des consultations régulières.
Comment ça va? Ça va très bien. Non. Vous venez d'où? De Diokoui. Merci. Ça va à Diokoui? Ça va. Vous venez pour le rendez-vous? Oui. D'accord. Nous venons pour le rendez-vous. D'accord. Ça fait 1 mois que nous avons quitté le centre. Oui. Nous sommes revenus pour le rendez-vous. Oui. C'était pour le 13. Oui, aujourd'hui c'est le 13. rendez-vous. Oui, oui. Lorsque Mireille est arrivée il y a quelques mois, elle souffrait d'une psychose hallucinatoire chronique. Quand on dit c'est chronique, c'est qu'elle a fait déjà une étape de psychose. Donc quand c'est chronique, ça veut dire que c'est à répétition, quoi. Elle a fait ça à répétition. Comment ça se manifeste? Bon, c'est ça, quand elle est en crise, elle se déplace, elle touche à tout, elle veut parler, elle parle seule, elle peut même insulter des gens, elle peut même frapper. Voir des choses qui sont pas là. Oui, elle a halluciné aussi, elle voit des choses. Parce que quand elle parle seule, là, elle parle avec des gens. Si elle n'est pas isolée, elle casse tout. Avant, il y a des choses que vous ne compreniez pas et vous lui en avez voulu personnellement. Et aujourd'hui, vous savez que c'était la maladie et vous comprenez mieux, vous arrivez à mieux gérer. Bon, au début, je ne comprenais pas la maladie. Parce que quand ça commence, je suis troublé. Quand je vais au travail, on m'appelle, il faut rentrer. Vraiment, j'avais perdu la tête. Je dis, bon, par le canal d'un petit frère, c'est lui-même qui m'a conseillé ce centre. Je dis, il y a un centre, on m'a dit appelé, allons-y voir. Je dis, ok. Voilà qui nous a conduits ici. Dans les premières heures, il y a beaucoup de pensées. Maintenant, vraiment, je ne crois plus en ce qu'on nourrit. Je dis non, allons-y voir. Et quand on est venu, on nous a accueillis. Dans 72 heures, on a constaté une amélioration. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. La jeune institutrice a envie de reprendre sa vie là où la maladie l'a brusquement arrêtée. J'ai envie de reprendre le service. Parce qu'un homme sans travail, c'est comme une âme vide. En fait, tu n'as rien à faire, tu es assis là seulement, tu ne fais que manger. Alors que tu gagnes ton pain, tu peux aider monsieur à construire une cabane, vous allez dormir dedans. Vous vous sentez prête? Voilà. Si, je suis prête. Je suis prête. Il y a juste un papier et puis ça va. Ça ira. La réinsertion est sans doute l'étape la plus difficile pour les malades. Mais c'est là où la méthode si particulière du centre prend tout son sens. Pendant leur séjour, ils n'ont jamais été coupés de la vie normale et de l'interaction avec l'autre. Ils sont des membres à part entière de ce village qui les accueille et dans lequel sont organisées pour eux, de façon régulière, des promenades. Je m'appelle Aimé. Aimé, je m'appelle Aimé. Voilà, tu as quitté où? Au cours de ces balades, ils peuvent s'aérer l'esprit et interagir avec les villageois. Pourquoi vous êtes là? Hein? Ah, vous ne vous sentez pas bien? Il y a un peu de mieux? Il y a longtemps que vous êtes là? Du courage. Si vous respectez les données, ça va aller. Il suffirait de respecter les données qu'on vous donne là-bas. Soit on vous dit de ne pas boire, de ne pas fumer la cigarette. Quand on vous dit ça, si vous respectez, au bout d'une semaine, 2 semaines, ça va marcher. Les habitants de Trin-les-Diapleux ont appris à vivre avec les malades, sans peur, sans préjugés. Avant que les malades ne soient dans ce village, on a été déjà avertis que vous avez vos frères qui ne se porteraient pas bien, qui vont venir ici. Chercher à les accueillir. Si ça ne va pas, conduisez-les dans leur centre. Et c'est ce que nous avons l'habitude de le faire. Ici, c'est des frères.
Tu es noir, tu es blanc, nous sommes tous des êtres humains. Mais c'est des malades. Nous-mêmes, nous le savons. Leur comportement et le comportement des autres, ce n'est pas de même. Et du fait qu'on a été déjà averti qu'il y a des malades qui vont venir dans le village. Et toute la population respecte les données. Souvent, ils viennent, ils peuvent ramasser vos trucs, et puis vous les suivez, et puis vous allez au centre pour les arracher. Depuis qu'ils sont là, on n'a jamais fait du mal, parce qu'on sait que ça ne va pas de leur côté. Les personnes ne nous gênent pas. On leur parle doucement, c'est très gentil. Toujours, ils se portent bien, il n'y a pas de dérangement. Quand les malades viennent nous demander quelque chose, on leur donne sans problème. Parce qu'ils demandent avec douceur aussi. Donc, ça se passe très bien. Le centre Victor Wally fait la fierté de ce village qui aura démontré la puissance de l'accueil et de l'amour de l'autre, malgré sa différence. C'est la particularité de Trin-les-Diableux. Et je dis que, à commencer par le chef du village jusqu'aux plus petits enfants, nous, c'est notre devoir, on les a appris à accueillir cela. Même quand moi je bouge, je vais par exemple à moi ou bien dans les autres grandes villes et que je vois les malades mentaux traîner dans les rues, le plus souvent je cherche à voir les parents. Parce que certains même sont des gens qui ont de gros diplômes et qui peuvent travailler comme tout autre. Mais il n'y a pas de suivi. Et s'ils pouvaient, je me dis, s'ils pouvaient venir à Trin-les-Diableux et puis avoir la santé, ce serait une bonne chose pour leur famille et surtout pour la vie de cette personne qui est en train de souffrir. Et je demande à toute la population ivoirienne, même les non-ivoiriens, que s'il y a quelqu'un qui est malade mentalement, au lieu de le laisser dans les rues, s'il apporte à Trin-les-Diableux, par la grâce de Dieu, il va avoir la guérison. Parce que ce qui fait la différence entre d'autres cliniques, d'autres structures sur de la psychiatrie, c'est qu'on enferme un malade. Et après les soins, il faut chercher encore à réadapter à la vie. Dès qu'ils sont soignés ici, qu'ils sortent d'ici, qu'ils vont chez eux, il est dans la vie. Ils n'ont rien à changer là-bas parce que tout se fait sur place. Ils côtoient la population, ils échangent, ils font tout et ils deviennent un homme normal. Bien qu'il existe depuis 1983, le centre n'a obtenu son accréditation du ministère de la Santé qu'en 2022. Avec des moyens rudimentaires, sans aucune subvention, il fait tout de même un travail incroyable, avec l'appui de ses partenaires. On est dans une position beaucoup plus de retrait. On peut aider financièrement pour soutenir le centre, mais on vient juste maintenant 2 fois par an en 2 groupes pour les soutenir quand même dans la formation, parce qu'on est professionnel. Bon, Alex, bien sûr, il est très bien formé, les prescripteurs aussi, mais il y a toujours besoin d'être soutenu, qu'on retravaille un peu les dossiers, qu'on essaye là maintenant qu'il y a une activité qui se développe. On va essayer de faire des statistiques, par exemple, mieux comprendre pourquoi certains patients rechutent, essayer de voir comment on peut peut-être améliorer le suivi. C'est surtout ça qui, à mon sens, reste à faire. Voilà, mais c'est un problème aussi des fois de moyens. Hein, on manque de moyens aussi pour faire... Il manque de moyens pour faire des visites à domicile. Enfin voilà, c'est toutes des choses qu'on espère consolider à l'avenir. Et puis c'est vrai que nous, en tout cas, on adore venir au village, travailler avec eux. En général, on travaille beaucoup, mais c'est un plaisir. Parce que c'est un centre qui a des résultats assez miraculeux. Notre séjour ici touche à sa fin. Mais s'il y avait un moment qui devait résumer notre expérience, ce serait celui de l'écoute musicale.
Un moment de bonheur et de partage, où nous avons vu le visage des malades s'illuminer, au rythme de la musique et des pas de danse. Entraînés par des soignants dont l'amour pour les patients ne fait aucun doute à ce moment-là. C'est important parce qu'en faisant ça aussi, ça les soigne. Ça les soigne beaucoup. Donc souvent, il faut les jeux, les petits jeux, les dessins, l'écoute musicale, les promenades. Souvent, quand ils quittent là-bas, ils sont très contents. Et quand nous, on les voit contents, c'est nous-mêmes là, on est heureux. Un moment auquel se mêlent en toute innocence les enfants du village. Pendant ces 2 jours, nous avons vu un autre visage de la psychiatrie. L'approche humaine proposée par ce centre et le village de Trin-les-Diapleux reste marquée dans nos souvenirs au moment de partir. Pour les malades et leurs familles, ce petit centre, qui fait avec si peu, change tout. Et un vibrant hommage à tous ces hommes et ces femmes qui permettent à ces patients de guérir. On a d'ailleurs rencontré le responsable de ce centre, Pierre. Et oui, Alex Bichon, qui a partagé avec nous sa vision de la prise en charge psychiatrique et les défis qu'il reste à relever pour le centre Victor Wally. Bonjour Alex Bichon. Bonjour. Vous êtes infirmier et directeur du centre d'accueil psychiatrique Victor Wally. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de la particularité de ce centre où on vient de passer 2 jours ? La particularité de ce centre, d'abord, à vue d'œil, c'est que le centre n'est pas fermé. Il y a la libre circulation des personnes victimes de troubles psychiques et aussi l'accueil qu'on fait à ces derniers, ces personnes qui sont victimes de troubles psychiques qui foulent le sol d'ici. Donc, et puis, il faut dire aussi qu'il y a l'accompagnement du personnel à l'encontre de ces personnes-là qui est un peu différente des autres structures. Bon, à cela, il faut dire d'abord qu'en santé, que ce soit en santé mentale ou d'autres santé qu'on connaît, c'est l'accueil qui est la base. Voilà. Donc je peux dire que la particularité, non seulement il y a la liberté de circulation au niveau du village, au sein même du centre. C'est ce qui fait la force de cette structure. C'est pourquoi les gens parlent autant sur plusieurs chaînes. Est-ce que la particularité de ce centre, de cette structure, est à la base des résultats que vous obtenez? Est-ce qu'ils sont plus concrets, rapides que dans des structures plus conventionnelles? Pour vous répondre, je dirais oui, que cette particularité du centre-là nous permet d'avoir des résultats plus rapides, plus concrets par rapport à d'autres structures qui travaillent dans le même domaine que nous. Pour cela, je voudrais m'expliquer un peu, imaginer quelqu'un qui... Parce que quand on parle de la maladie mentale, d'abord c'est quelqu'un qui est renfermé sur lui-même, qui est coupé du monde, de notre monde actuel. Et donc, si ce dernier va dans une structure qui est clôturée, qui est fermée, où il ne va pas avoir de contact
entre lui et les personnes extérieures, il n'aura pas de bons résultats. C'est pourquoi nous avons décidé de laisser ce centre-là ouvert et qu'il y ait une libre circulation. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que tous ceux qui viennent ici, malgré, quel que soit leur trouble, quelle que soit l'année qu'ils ont fait dans leur maladie, ils ont une durée moyenne de séjour de 21 jours, voilà, passés ici. Et après les 21 jours, ils retournent chez eux. Mais il faut dire déjà que quand ces personnes-là viennent ici, on prépare déjà leur retour dans la communauté à travers plusieurs activités, telles que le Kwamam, le Kolokota, la promenade même dans le village de Trené-Diapleu, qui leur permet d'être en contact permanent avec la population et de se sentir, en tout cas, accepté par cette communauté-là. Ça, c'est très important en psychiatrie. Voilà. Donc vraiment, je peux dire qu'on a des résultats concrets et très rapides. Quand les patients arrivent et que vous voyez leur historique de traitement, que ce soit dans des centres de prière, que ce soit avec de la médecine traditionnelle, est-ce que vous avez le sentiment que globalement en Côte d'Ivoire, les familles, les proches sont conscients que les troubles que leur famille présente peuvent être d'ordre psychiatrique dans un premier temps? En Côte d'Ivoire, surtout au niveau de chez nous ici, quand une personne présente des troubles psychiatriques, les parents, en tout cas les parents ont plusieurs interprétations. C'est pourquoi ils vont d'abord chez les guérisseurs, dans les camps de prière, parce que l'interprétation qu'on donne à la maladie psychiatrique ici, le plus souvent, c'est maladie de génie, c'est un sort, c'est telle chose, c'est parce qu'il a fait ceci. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs il y a plein de personnes qui traînent avec la maladie dans les camps de prière et chez les guérisseurs. Donc les parents même n'ont pas la notion de la maladie psychiatrique, la maladie mentale. Voilà. Donc c'est au fil du temps qu'ils se rendent compte que vraiment ce dont telle personne souffre, c'est une maladie mentale qu'on doit l'amener dans une structure de soins adaptés à cela pour pouvoir faire la prise en charge. Sinon, dans les débuts, ils préfèrent aller dans les camps de prière par rapport à l'interprétation que la communauté donne à cette maladie-là. Le centre existe depuis 1996. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a fait un pas en avant dans le traitement de la santé mentale, ou est-ce qu'il reste beaucoup de choses à faire encore? Eh bien, moi, je dirais que la Côte d'Ivoire a fait un grand pas au niveau de la santé mentale, puisque au début, je dirais dans les années 96 jusqu'à l'an 2000, les gens étaient beaucoup plus orientés vers les camps de prière et les guérisseurs, voilà, les guérisseurs traditionnels. Mais c'est au fil du temps, avec la sensibilisation qui a été faite par des acteurs de santé mentale dans les communautés, que les gens ont pris conscience de l'existence de cette maladie. Sinon, les gens, en tout cas, ils ignoraient quoi. Au fait, pour eux, c'était des sortilèges. C'est pourquoi, quand tu vas dans des coins qui sont plus reculés, il y a des gens qui sont attachés, qui sont mutilés, qui sont même enfermés, qui n'ont pas droit à sortir. Mais depuis les années 2000, je peux dire que au fil du temps, avec les sensibilisations, avec en tout cas l'effort que l'État de Côte d'Ivoire a fourni en prenant en charge ces personnes-là à travers l'hôpital psychiatrique de Bingerville, je peux dire que les gens ont pris conscience et commencent maintenant à fréquenter les structures de soins de santé mentale. Donc je pense que l'État a fait un grand pas. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut beaucoup de sensibilisation pour que les gens, surtout la communauté, prennent conscience de cette maladie-là.
Alors, l'association a eu son accréditation en 2022. Donc, l'État reconnaît votre participation au traitement de la santé mentale. Depuis votre création, vous avez toujours fonctionné sur la base de fonds propres ou de bonne volonté. Qu'est-ce que vous arrivez à faire dans ce centre et qu'est-ce qui pourrait s'améliorer si aujourd'hui vous bénéficiez de subventions comme de nombreux centres en Côte d'Ivoire? En premier lieu, je dirais d'abord améliorer les conditions d'accueil de tous ceux qui viennent ici. Parce que vous-même, vous le constatez, on a des chambres d'hospice que nous avons construites de nous-mêmes avec l'appui de nos partenaires français qui nous soutiennent depuis les années 83, tant sur le plan financier et en médicaments. Jusqu'à ce jour, c'est eux qui nous apportent des subventions en médicaments et en argent. Mais nous, notre souhait aujourd'hui, c'est d'abord agrandir le centre parce qu'il faut dire que la demande est forte. Parce qu'il arrive souvent que les gens viennent et qu'il n'y ait pas de place. Et ça, c'est un peu dommage, ça nous fait mal, mais on ne peut pas faire autrement. Donc notre souhait actuellement, c'est d'avoir de l'aide venant en tout cas de bonne volonté, que ce soit du gouvernement, de l'État de Côte d'Ivoire, voilà, que ce soit sur le plan matériel ou bien financier. Cela pourrait nous aider à, pourquoi pas, créer des réfectoires ici pour aider les parents qui viennent avec les patients qui n'ont pas les moyens d'abord de faire la prise en charge. Ça aussi, ça servirait de coup de pouce pour eux. Aussi, augmenter le nombre de lits d'hospice, améliorer le cadre, les latrines pour que, en tout cas, le centre réponde aux normes des centres de Côte d'Ivoire. Donc cela est notre souci. On continue toujours de chercher, on va vers les autorités pour faire des plaidoyers, mais bon, on attend toujours. Mais cela est nos soucis parce que nous voulons vraiment aider, puisque c'est du social que nous faisons ici. Voilà, tous ceux que vous voyez ici font que du bénévolat. C'est vrai, ils ont une petite perdienne, mais ce n'est pas un salaire en tant que ça. Voilà, donc nous avons vraiment besoin de soutien, voilà, pour pouvoir aider nos frères et sœurs qui souffrent de ces pathologies-là. C'est une fierté le travail qui a été accompli ici depuis toutes ces années. Est-ce que c'est un modèle que vous auriez envie de voir se répliquer sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire? Je sais que le modèle existe au Sénégal déjà. Oui, en tout cas, moi, c'est une grande joie pour moi, pour ce modèle, parce que je peux dire en Côte d'Ivoire ici, c'est unique. Le travail que nous faisons ici est unique. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, je peux dire que c'est au Sénégal, il y a ce modèle, mais il y a une petite différence. Voilà. Moi, mon objectif, c'est d'étendre ce modèle partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que dans nos objectifs, il faut qu'on crée, parce que au vu que les patients, il y a d'autres personnes qui quittent jusqu'à Abidjan pour venir ici, d'autres qui quittent à Boundiali, Korogo, Boaké. Mais s'il y a des aussi. Oui. Et même de l'extérieur, même de la Côte d'Ivoire, je peux dire du Burkina, du Libéria, du Mali. Même plus récemment, il y a eu 2 patients, une qui est quittée au Rwanda, une qui est quittée aux États-Unis. Donc si on essaie d'étendre un peu, non seulement ça va réduire les dépenses des parents de ces personnes-là, puis ça va leur faciliter aussi l'accès aux soins. Merci Alex Bichon, je rappelle que vous êtes le directeur du centre d'accueil psychiatrique Victor Wally. Vous êtes également infirmier. Merci d'avoir accueilli les équipes de NCI Reportage pendant 2 jours en immersion chez vous. Merci. Moi également, je tiens à remercier toute l'équipe de la NCI, plus particulièrement, et réitérer aussi mes remerciements au directeur de la chaîne. En tout cas, c'est un plaisir, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir au sein de notre structure. Et un grand merci à Alex Bichon pour cet éclairage sur la santé mentale en Côte d'Ivoire. Oui. Et en seconde partie d'émission Pierre, on parlera toujours de santé. Et oui, toujours de la santé avec une immersion au cœur du SAMU. Ce sera après une courte page de pub. À tout de suite.
De retour sur le plateau de votre magazine de société. Merci d'être toujours avec nous pour entrer dans les coulisses du SAMU, ce service médical d'urgence. Et oui, nous serons aux côtés de ces héros de l'ombre qui sauvent des vies chaque jour. Durant 7 jours, nous avons suivi leur quotidien, un quotidien aussi éprouvant qu'émouvant, mais dans lequel ils font preuve d'une abnégation sans faille. C'est un sujet qui vous est proposé par William Sakiré, Roméo Tapé et Armel Zozo. De jour comme de nuit, leurs sirènes traversent l'air et leurs gyrophares illuminent la ville. Objectif, le transport d'urgence de malades. Eux, ce sont les équipes du SAMU, service d'aide médicale urgente, et qui intervient dans la médecine préhospitalière. Mais tout commence ici, à la base, précisément dans cette salle. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. D'accord, la personne est où? D'accord, déjà éloignez tout ce qui est contondant, tout ce qui peut déjà blesser le patient. C'est le point de réception du numéro d'urgence 185, le call center du SAMU. L'équipe du jour est conduite par Hervé, le médecin régulateur. Quand vous faites le 185, les appels transitent sur ce pupitre-là et le téléphoniste traite l'appel et il balance au régulateur. Mais on a également une ligne fixe, le 27 22 44 53 53, qui est là et quand vous appelez, il répond et également il peut balancer au téléphoniste. On a également un téléphone portable, le 07 49 96 03 24, sur lequel aussi vous pouvez appeler et vous tombez directement sur le médecin régulateur. Voilà. Comme j'ai déjà défini le rôle du médecin régulateur dans mon propos préliminaire, donc le médecin régulateur se charge de traiter tous ces appels-là et de hiérarchiser les urgences. Voilà. Une fois que c'est fait, il transfère ces interventions aux différentes équipes sur le terrain. Dans ce flux d'appels, il y en a de malveillants. Mais les difficultés vont au-delà des appels. Une autre difficulté, c'est le parent qui est en détresse, qui est à la maison, qui ne peut pas nous décrire le tableau clinique du malade. Pour lui, il faut qu'on vienne prendre le malade et partir. Mais pour nous, on a besoin de certaines informations qui peuvent être capitales pour sauver ce patient-là. Mais quand on est dans la détresse, souvent on n'a pas la tranquillité d'esprit de donner des informations, tout et tout. Et souvent ça aussi, c'est un gros problème. Mais on arrive à faire ce qu'on peut. Quand les appels sont bons, les équipes sont engagées sur le terrain. C'est le cas ici à Anyama, où Paterne est sur le terrain avec son binôme. Bon, là, on est à domicile chez un patient qu'on a transféré à la polyclinique JMP, polyclinique du plateau. Une fois chez le patient, le chef d'équipe présente le protocole de soins. Ok, donc on va déjà prendre vos paramètres, tension, saturation pour s'assurer que tout va bien, puis on va partir. C'est bon? Ça marche, ça marche. Ok. Les patients malades, il y a des variations. La position, couché à la position, debout, il y a la tension varie, donc il faut s'assurer qu'on a une bonne tension pour ne pas que les malades puissent présenter des problèmes lors du transport. Depuis 7 mois, l'homme, agent de sécurité, est alité suite à un accident de la route et c'est avec le SAMU qu'il se déplace pour ses soins hebdomadaires.
Avoir fait appel au SAMU pour transporter. Au fait, il n'y a pas d'autres moyens de transport, ou bien d'autres structures, pourquoi le SAMU? Si, il y a d'autres structures de transport, mais c'est le docteur qui a jugé bon d'appeler le SAMU pour me transporter pour aller à l'hôpital. C'est le docteur lui-même qui a jugé bon de prendre le SAMU. Paterne et son collègue entament la procédure de déplacement du malade vers l'ambulance. Une fois le patient installé, c'est le départ pour la clinique. Donc aujourd'hui, essentiellement, c'est un pansement à ce niveau-là. Et c'est tout. On ne fait pas de radio. Non, juste un pansement. Oui, le docteur a donné 45 jours pour pouvoir reprendre l'opération. Il a dit qu'il va faire une greffe d'os. Dans le transport médical d'urgence, il y a différents niveaux d'intervention. Au SAMU, il y a deux types d'interventions. Il y a les interventions primaires qu'on appelle SOS, c'est-à-dire un malade à domicile qui fait une chute de tension, mais une hypoglycémie. Voilà, ça c'est une urgence. Et puis il y a les interventions secondaires, c'est ce qu'on a ici actuellement. Le monsieur il a fait son opération, il fait des pansements. Comme il ne peut pas se déplacer, il fait recours au SAMU pour l'amener dans la structure où il fait ses pansements. En intervention, c'est avec un véritable hôpital ambulant que se déplacent les équipes du SAMU. Donc, je vous présente le scope. Alors, c'est un appareil qui nous donne plusieurs paramètres tels que la tension artérielle, la saturation. Ça donne aussi le tracé, l'ECG, ça donne l'ECG. Ça donne la fréquence respiratoire également. On a le barboteur, le manomètre et puis la source d'oxygène. Alors, c'est un dispositif qui est complet. Ça permet de donner de l'oxygène aux patients. Quelques minutes plus tard, l'ambulance arrive enfin à la clinique. Hein? Vous pouvez vous coucher. Couchez-vous, c'est mieux. Ok. Paterne et son collègue passent la main au personnel de la clinique. Ils reviendront plus tard pour récupérer leurs patients. Le travail du SAMU, c'est aussi lors des événements de masse, comme ici à l'espace Figayour de Yopougon. Entre leurs mains, la première alerte du jour. C'est une jeune femme blessée à l'oreille par une arme blanche. Bon, là, on est en train de lui faire une prise de voix, pouvoir faire passer des antalgiques et tout autour. Et là, on a déjà fait un pansement sur la plaie qu'elle a. Et après, on l'évacue dans un centre de santé pour une meilleure prise en charge. Est-ce que c'est un cas grave? Oui, c'est un peu grave quand même, parce que là, il s'agit d'une partie qui est sensible. Voilà, ça a été sectionné du haut jusqu'en bas, c'est-à-dire le lobe de l'oreille. Donc, c'est un peu grave quand même. Zakaria est médecin urgentiste depuis 4 ans. Et pour lui, ce sont des scènes courantes. Ce que vous voyez là comme ça, on s'était préparé à ça. Quand il y a une foule, il faut toujours se préparer à ça. Du coup, on prend toutes les dispositions. Et puis bon, voilà. La blessée est à présent dans un état stable. Actuellement, là, comment vous vous sentez? Vous avez mal quelque part? Vous avez mal où? À l'oreille. Et à part l'oreille, là, vous avez mal où? Elle est par la suite évacuée vers un centre de santé, mais l'équipe reste en alerte. L'ampleur de l'événement l'impose. Alors que l'événement se poursuit, l'équipe du SAMU est à nouveau alertée. C'est une femme enceinte qu'il faut secourir cette fois.
L'ambulance rejoint les urgentistes et conduit la femme au poste médical avancé pour la prise en charge. Pour l'instant, la met en observation. L'observation dure combien de temps? On ne peut pas apprécier ça, tout dépend de son évolution. Ça, c'est un cas inédit, elle est enceinte. C'est un cas? C'est un cas inédit quand même, elle est enceinte. Ah oui, mais il faut s'attendre à tous ces cas. Et normalement, il ne devait pas se retrouver là, mais on part se poser la question pourquoi elle s'est retrouvée là. Il y a une situation qui s'est produite, on gère la situation. La femme enceinte de 8 mois est consciente. Comment ça va maintenant en ce moment? Ça va un peu, ça va un peu. Est-ce qu'en temps, vous avez eu peur pour votre bébé? Très peur. Quand ils ont marché mon ventre, mon enfant ne bouge plus, mais maintenant ça va. Il bouge un peu. Ça va. Pendant que l'ambiance monte d'un cran sur le site, un autre cas arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Vertige? Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'étouffe, je ne supporte pas la foule en fait. Pour Zakaria, il n'y a pas de répit. Il faut toujours rester en activité, toujours réactif. Non, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, vu qu'elle ne supporte pas lorsqu'il y a une grande foule autour d'elle, du coup, elle s'est sentie un peu étouffée. Voilà, mais là, ça va, hein, tout est OK. L'occasion aussi pour lui de donner des nouvelles de la blessée par arme blanche. Moi-même, j'ai appelé personnellement le médecin qui s'occupe d'elle. Voilà, tout va bien. Ils ont déjà fait les soins, tout. Voilà, probablement, elle va rentrer après et puis ils vont lui donner un rendez-vous. Jusqu'à la fin de la prestation, les cas vont ainsi se succéder. Nous avons reçu 11 personnes, dont 10 ont été prises en charge sur place et une personne a été évacuée dans un établissement sanitaire de la place pour la suite de la prise en charge. Alors que la journée de cette équipe s'achève, une autre est d'astreinte cette nuit. On a un patient qu'on doit transporter à domicile derrière ce côté pour un souci de casualité de tragédie. Mais avant tout transport médicalisé, il y a une procédure à suivre. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, je suis docteur Touré, médecin au SAMU. Vous êtes avec le malade actuellement? Je suis le médecin. D'accord, ok docteur. Voilà. On peut avoir le tableau clinique du patient? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bon, c'est quoi le motif de son transfert? Je ne sais pas si ça va faire un examen ou bien c'est un transfert. Il va pour interner, donc il va aux urgences. D'accord. Le tableau clinique est primordial dans le transport du malade. C'est essentiel pour qu'on puisse s'apprêter sur le plan matériel. Voilà. Puisque il y a certains patients qu'on doit transporter, il faut par exemple de l'oxygène, il faut peut-être un scope avec tous les cas pour pouvoir contrôler certains paramètres. Donc il faut déjà être préparé psychologiquement, voilà, pour que tu puisses pouvoir affronter l'intervention en question. L'ambulance traverse la commune de Cocody, puis arrive à la clinique. Allô doc. Je suis à ce camp ça, à Cocody, ici actuellement à derrière.
Le véhicule ressort une dizaine de minutes plus tard et prend la direction du CHU de Trècheville. Nous retrouvons le binôme à nouveau à Cocody, où nous découvrons une autre facette de la mission du SAMU. Il est 1h du matin. C'est un monsieur qui nous a appelé. Voilà. Et concernant sa femme, elle a subi une opération chirurgicale et elle a des problèmes d'alimentation. Voilà. Ce soir, elle présente une adynamise, c'est-à-dire une faiblesse musculaire. Donc, il nous a appelé pour venir l'assister un peu, pour voir si on peut la remonter. L'intervention aura lieu au 3e étage de ce bâtiment. Le matériel en main, le médecin et son collègue prennent les escaliers pour arriver chez la patiente. Comment vous allez? Ça va, je suis fatiguée. D'accord. Ok. La patiente, 39 ans, présente une situation courante pour le médecin. 22h jusqu'à l'aube, la majorité de nos interventions, généralement, ce sont des interventions primaires. Voilà. Les personnes qui ont des malaises, je suis à la maison, des petits trucs comme ça. Ça arrive beaucoup de fois. L'option SAMU est un choix mûrement réfléchi de la part de la patiente. Moi, je n'ai pas forcément eu une bonne expérience avec les cliniques en général. Parce que moi, toutes les fois où je suis allée aux urgences, on vous reçoit, on dit qu'il y a un médecin, mais en général, on vous fait juste patienter le matin jusqu'à ce que le médecin arrive. Moi, c'est ce que moi, j'ai constaté. Donc, j'ai dit cette fois-ci, là, pourquoi ne pas essayer autre chose? Parce que mon mari, il a déjà eu de bons retours aussi. Après l'avoir écouté et vérifié les paramètres, le médecin prend une décision. Naturellement, l'alimentation qu'on prend, voilà, les nutriments qu'on y trouve, il y a du sucre. Il y a du sucre. Donc, quelqu'un qui a un problème d'alimentation, la première des choses, c'est de le resucrer. Ouais, ce n'est pas forcément dans tous les cas où il faut resucrer la personne, mais c'est ce qui est recommandé au fait. Il est 1h40 lorsque la perfusion est installée. Avant d'enlever, vous mettez une pression en amont ici. D'accord. Pour ne pas que le flux soit fort. D'accord, ok. Donc si vous mettez une pression, finissez d'enlever. Mais juste le coton sur le point et puis on se couche. Cette intervention terminée et le paiement de la prestation effectué, l'équipe regagne la base en attendant la prochaine alerte. Ici, nous en apprenons davantage sur le rôle de celui qui accompagne le docteur Touré. Je suis un ambulancier. J'aide le médecin à descendre les malades. C'est moi qui descends le malade avec le médecin. Donc, je l'aide aussi à soigner les malades, les perfuseurs, les sérums. C'est moi qui mets ça. 24 heures sur 24, Gervais doit garder les yeux ouverts. C'est pas épuisant. Parce que quand tu aimes la chose, c'est pas épuisant. Quand tu aimes la chose, tu fais avec ton cœur. Et c'est ainsi pour toutes les équipes du SAMU installées à Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, Bouaké, Gagnoa et Korogo. Des opérations organisées et débriefées quotidiennement, comme ce matin à la base d'Abidjan, en présence du directeur général, le docteur Jacques Sissoko. On va commencer notre staff qui consiste à faire le point de toutes les activités qui ont eu lieu samedi, dimanche. Ici, le premier responsable de l'unité présente des objectifs pour améliorer la qualité du service, notamment pour ce qui est du délai d'intervention. Si c'est d'ici devant le CHU, il n'y a pas de problème. Si on doit aller du côté de l'ENA, il n'y a pas de problème. Mais si on tombe dans l'embouteillage, c'est encore un autre problème. Donc on ne peut pas
totalement vous dire que en 10 minutes, on peut être à la Riviera 2, en 10 minutes, on peut être au plateau. Effectivement, si on part au plateau à 21h, à 21h10 de nuit, 21h, on arrive tout de suite. Mais dans la journée, parfois c'est impossible. La direction de l'établissement évoque également l'aspect paiement des prestations. Il y a quand même le côté social de la santé. Donc le but, c'est de pouvoir satisfaire tous ceux qui appellent. Pour le tarif, on n'en fait pas une fixation, entre guillemets. C'est-à-dire notre rôle n'est pas de dire qui va payer, est-ce que vous pouvez payer. Nous, quand vous demandez le secours, on part. Maintenant, vous avez le service social derrière, vous avez le service recouvrement, vous avez le service financier qui vont après s'atteler à ce que cette facture soit payée ou pas. Ça fait 25 000. Voilà. On a nos concurrents qui font 3-4 fois plus et qui sont appelés. Mais le SAMU, c'est aussi la prise en charge des grands brûlés. Ce service unique en Côte d'Ivoire est dirigé par le docteur Kwame Kwame, qui rejoint ses collaborateurs en salle de réanimation. La patiente Kanga Rachel, qui est rentrée le dimanche à 11h pour brûler par flamme de gaz, estimée à 18,5%. Voilà. C'est une brûlure qui est survenue dans un contexte précis, son lieu de travail. C'est un accident de travail qui a eu lieu. La patiente est arrivée il y a 3 jours. C'est une dame de 27 ans, donc jeune, qui a une brûlure qui est autour de 18,5%, brûlure de 2e degré intermédiaire. Et donc on pourrait dire que c'est une patiente qui va bien, disons bien. C'est une patiente qui, autour d'environ 2 à 3 semaines, pourra cicatriser de ses plaies et qui pourra partir à la maison. La patiente se remet peu à peu de ce drame. Pour le moment, je me sens un peu bien. Hier nuit, j'étais un peu fatiguée parce que ma corde de ma main n'arrive pas à se lever. Le matin, je suis descendue. Ça commence à aller, j'arrive à se lever ma main un peu. Réunissant ses forces, elle décide de nous raconter cette journée où sa vie a basculé. Je travaille avec les Chinoises à la Riviera 3, Chawapana, résistance au chocolat. Et mon patron veut faire chikuya avec le fer founoulon là. Et il a piqué les viandes et j'ai pris charbon pour allumer sur la gaz. Ça a allumé, je suis renversé. Et puis il y a 2 patrons qui sont venus et il a mis briquet. Parce que moi je suis parti allumer sur la gaz, ça a allumé et c'est renversé. Maintenant il prenait un carton pour fumer, genre pour souffler. Voilà, là au moins ça va prendre tout ça. Mais lui dit c'est trop lent. Mais avant de faire l'heure de me prévenir qu'il faut quitter là, il ne m'a rien dit. Comme lui ne comprend pas français, et il est venu, puis il a renversé. Puis il a mis briquet, en même temps ça sautait sur le visage, ça brille. Parce qu'il avait fait une mèche. Et il a porté un tricot de société. Ça m'a pris comme ça. Près de là, un autre patient qui revient aussi de loin. L'homme est travailleur et étudiant en génie civil. L'histoire du drame qu'il a vécu est liée à son business de revendeur de gaz pour ménage. Un dimanche, je me suis rendu dans mon magasin et je faisais mon point. Il y a eu un départ de feu. Il y avait des extincteurs, j'avais 2 extincteurs dans le magasin. Je me suis précipité pour essayer de stabiliser le feu. Et c'est comme ça, le feu m'a pris rapidement le bras gauche avec la tête. Comme j'ai vu que ça devenait dangereux, je me suis sauvé. Et quand je me suis sauvé, le magasin
tout est parti en feu. Pour éviter pareil drame, le corps médical recommande la prévention. Au centre des Grands Brûlés, on enregistre 8% de décès parmi les patients admis. Il faut éviter de déposer tout ce qui est liquide chaud à portée des enfants. Et j'ai l'habitude chez moi de dire à mes filles de ménage que non, quand vous puisez de l'eau chaude, autant le mélanger immédiatement avant de faire quoi que ce soit. Il faut le mélanger immédiatement avec de l'eau froide. Au moins, s'il y a un accident, ça ne peut pas entraîner des brûlures. Mais vous dites, bon, je fais quelque chose d'une seconde, mais une seconde, ça suffit pour qu'un enfant tombe dedans. Aux côtés du docteur Kwame, nous découvrons aussi les petits bonheurs du centre des Grands Brûlés. Tu marches aujourd'hui, tu es content de marcher un peu? Grâce, hein? Tu es content? La fillette est là depuis plusieurs mois. Elle est une miraculée après avoir subi une première greffe cutanée qui lui permet aujourd'hui de cicatriser. Ça nous fait plaisir de voir des enfants qu'on pensait qu'ils n'allaient pas s'en sortir en train de s'en sortir. Voilà. La grand-mère de l'enfant de 7 ans se souvient encore des moments difficiles. Chez ma grand-sœur, elle était et puis elle s'est brûlée. Donc quand ils étaient arrivés, c'était grave même. C'était grave. On ne peut même pas tenir même. Donc par la grâce de Dieu, elle a commencé à marcher. Sur la route, dans les ambulances ou au centre des Grands Brûlés, les équipes du SAMU veulent garder le cap du professionnalisme et continuer à donner de l'espoir à toutes les personnes en détresse qui les sollicitent au quotidien. Et pour parler de ce reportage très édifiant sur le SAMU, on va accueillir en plateau l'auteur du reportage, Williams Akiré. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors Williams, quelle a été votre première impression quand vous avez démarré cette immersion avec le SAMU? Alors, je vous prendrai au mot, je parlerai aussi d'anges de la santé et puis des héros. Pouvoir pratiquer au quotidien des Grands Brûlés, il faut quand même du courage. Et puis au-delà aussi d'être professionnel, de la passion, c'est vrai, mais il y a quand même ce truc-là qu'il faut en plus pour pouvoir vivre avec tout ça aussi. Donc, quelque part, on va donner quand même la cape du super-héros parce qu'il le mérite. Alors, pour vous, quel a été le moment le plus marquant, le plus intense de cette immersion? C'était l'étape des Grands Brûlés. On était avec Roméo Tapé, ça n'a pas été évident de faire des interviews avec des personnes qui avaient le visage carrément brûlé. Il fallait tenir là pendant 10 minutes, 5 minutes. Ce n'était pas évident. Après, quand on ressort de là aussi, il y a l'aspect capacité de prise en charge du centre qui est aujourd'hui étouffé parce que initialement prévu pour autour de 300 personnes. Ils sont aujourd'hui à pratiquement 1300, 1500. Donc, quelque part, aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour qu'on puisse faire une sorte de décentralisation à travers la Côte d'Ivoire pour y arriver. Mais ce n'est pas évident là-bas. C'est le seul pour le moment qui est en mesure d'accueillir des patients qui sont brûlés à ce niveau de gravité. C'est le seul aujourd'hui. Donc, en ce moment, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est peut-être d'arriver à former les cadres de santé dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire, leur donner un niveau de formation pour prendre à un certain niveau peut-être les petits brûlés et puis les moyens brûlés pour que les plus grands viennent à Abidjan maintenant. Vous en parliez tout à l'heure des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, les appels malveillants notamment. Comment les professionnels du SAMU gèrent-ils au quotidien le stress qu'ils rencontrent? Quand on était là-bas, on a reçu des appels malveillants où des enfants appellent. Ils causent à côté, ils rigolent à côté. Est-ce qu'il faut aussi sensibiliser peut-être aussi les populations? Certainement sensibiliser, oui. Sensibiliser, c'est vrai, mais aujourd'hui, il n'y a pas que le SAMU. Il y a aussi les pompiers qui font face à ce souci-là. Donc, peut-être aller jusqu'à pénaliser, peut-être, pourquoi pas. Parce que la sensibilisation, les gens, ils le savent en fait. Ils savent qu'aujourd'hui, ils brouillent tout ce qu'il y a comme prise en charge pour les bons appels avec leurs appels malveillants. Pourquoi pas faire un peu de pénalisation pour que les gens arrêtent aussi. Parce que sensibiliser, c'est vrai que c'est bien, mais trop tolérer aussi, on laisse la place à pas mal de choses. Alors, rappelez, le SAMU, ce n'est pas gratuit, l'intervention n'est pas gratuite, mais on a souvent cette idée comme quoi c'est un service qui n'est pas payant. Comment ça se fait et comment elle s'est propagée, cette idée? Justement, ce n'est pas gratuit parce que le chargé de communication du SAMU, Iberson Kaye, a tenu à le dire. Parce que quand on prend par exemple le cas des matchs de football où le SAMU est sollicité, si quelqu'un s'évanouit, la prise en charge sur place, elle est gratuite. Donc souvent, les gens se disent que bon, si j'appelle le SAMU, c'est gratuit. D'accord. Alors que si je suis chez moi à la maison et que j'ai un petit bobo que j'appelle le 185, quand ils arrivent, je dois payer 25 000 francs.
Si c'est pour l'assistance, ou bien peut-être un transport vers une clinique ou bien vers un CHU, c'est 25 000 qu'il faut payer. Donc, de l'extérieur, souvent on a l'impression qu'on peut les appeler facilement et puis ils viennent, nous transportent, bien ils nous soignent. Mais dans quel cas est-ce que c'est gratuit? Parce que parfois c'est gratuit. Justement, lorsqu'on parle par exemple d'un cas de match de football. Sur des événements publics. Voilà, ou bien de la CAN qui vient en Côte d'Ivoire, le SAMU est là-dessus. Là, par exemple, s'il y a des incidents qui arrivent, le SAMU pour les prend en charge. particuliers, c'est c'est immédiatement payant. En fait, c'est-à-dire si par exemple c'est une personne individuelle chez elle à la maison qui appelle le SAMU, c'est payant. Mais quand c'est par exemple un événement grand public où il y a quelqu'un qui a un souci de santé, la prise en charge elle est gratuite. Maintenant, après, s'il faut un suivi, ils sont évacués vers un CHU, vers une clinique. C'est là-bas maintenant que les gens vont payer. Quel a été votre ressenti à la fin de ce reportage? Vous vous êtes dit quoi en quittant ces 7 jours avec les équipes du SAMU? Alors, mon ressenti réellement, c'est qu'il faut quand même saluer leurs efforts au quotidien. Parce que lorsqu'on les reçoit chez nous, on est souvent exigeant. Souvent, on a du mal à indiquer notre maison au SAMU. Donc, on se dit, ah, mais ils traînent en longueur, ils traînent en longueur, ils traînent en longueur. Alors que pour eux, ce n'est pas évident. Il faut pouvoir souvent gérer les embouteillages, gérer les appels malveillants, gérer les problèmes de localisation, sur tout ça. Lorsqu'on arrive, il faut quand même pouvoir avoir ce niveau de tolérance aussi pour les gens du SAMU. Parce que par derrière, ils ont pas mal de choses à gérer aussi. On parle d'une centaine d'appels au quotidien, mais aussi il faut pouvoir tenir la nuit. Et comment améliorer aussi le service? Parce que les personnes aussi qui les appellent, elles sont certainement en difficulté, dans un besoin urgent. Comment aussi, de leur côté, ils pourraient améliorer leur service pour répondre au mieux aux attentes des patients? Alors justement, cette question, on l'a posée au DG du SAMU. Ce qu'il a proposé, par exemple, c'est qu'il y ait une sorte de SAMU communal. C'est-à-dire, si on est à Treichville, par exemple, il y a une unité du SAMU qui est détachée au niveau de la mairie, donc qui est appuyée techniquement par la mairie, ce qui fait que s'il y a un souci à la rue 12, c'est plus facile pour le SAMU de Treichville d'y aller que de quitter Cocody et puis venir à Treichville. Donc aujourd'hui, c'est réellement les défis qui se dressent devant eux. Ils espèrent y arriver. On espère aussi qu'ils vont y arriver parce que c'est nous aussi qui sommes les bénéficiaires aussi de leurs activités. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'ils veulent gérer. Un métier pas facile, mais tellement nécessaire. Merci infiniment, William Sakiré, d'avoir réalisé ce reportage et mis en lumière ces anges gardiens de la santé, comme on disait. Merci, William. Merci, Pierre. Et ça y est, c'est déjà la fin de ce numéro de NCI Reportage qui était consacré aujourd'hui exclusivement à la santé, des reportages que vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dimanche prochain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.